Alors, docteur Saber Azam, vous avez vécu toute votre enfance et votre jeunesse dans le milieu des troubles politiques en Afghanistan, qui ont façonné l'histoire future du pays. Quels sont les événements qui pourraient être considérés comme le début de la tragédie afghane actuelle? Eh bien, écoutez, comme vous savez, et M. Vautravers a mentionné, l'Afghanistan est un pays qui est affecté par des guerres depuis sa création en 1747. Même si le nom Afghanistan est utilisé presque un siècle plus tard. Une simple étude, d'ailleurs, je me suis intéressé à faire quelques calculs, de 1747 à nos jours, plus de 40 chefs d'État se sont succédés en Afghanistan. Seuls 3 ne sont pas assassinés, déposés ou chassés à l'exil. Donc, imaginez-vous, seulement 3 parmi plus de 40 ont terminé leur mandat comme il le faut. Donc, ceci explique que la passation de pouvoir en Afghanistan a été toujours sanglante et accompagnée par la violence. Malgré tout, le pays a connu une période de calme et de stabilité relative entre 1933 et 1973. Le progrès était lent, mais réel. Ce qui a causé le cataclysme actuel, à mon avis, est le coup d'État militaire d'avril 1973, lorsque le prince Daoud a détrôné son cousin, le roi Zahir Shah, avec l'aide des officiers formés en Union soviétique pour se fabriquer une république. Franchement, une république que ni la population a compris, ni la population voulait. Alors, donc, en faisant ça, il a commis 2 erreurs fondamentales. D'abord, après 40 ans de tranquillité, il a introduit la prise de pouvoir par la force armée. Donc, il l'a réintroduit. Et deuxièmement, il a conduit les putschistes dans des positions clés de l'État. Et ces putschistes étaient des communistes formés en Union soviétique. Donc, les mêmes officiers ont conduit un autre coup d'État en juillet 1978, mais cette fois-ci contre Daoud lui-même, l'assassinant avec toute sa famille pour instaurer un régime communiste. Alors, depuis, nous connaissons, et M. Vautravers a un petit peu mentionné, les cycles de violence ne cessent de devenir plus conséquents et plus compliqués. Les communistes se sont entretués, les soviétiques ont été battus, les moudjahidines se sont déchirés, les talibans version 1 ont massacré le pays entier, et maintenant le temps plie bagage. Donc, vous voyez, c'est vraiment le déclencheur de l'état actuel, de la violence actuelle. À mon avis, c'est le coup d'État d'avril 1973. Et pourquoi l'Afghanistan subit depuis des décennies des guerres successives? Quelles en sont les raisons vraiment principales? Écoutez, je pense que chacun aura ses propres analyses. Mais pour moi, il y a des raisons internes, il y a des raisons régionales, il y a des raisons internationales. Je vais juste m'attarder sur les principales raisons. D'abord, sur le plan interne, l'Afghanistan est certes un pays avec des frontières définies, mais les Afghans n'ont jamais constitué une nation. Les structures sociales sont de type tribal et presque bédouin. Où chacun fait ses efforts, d'abord pour sa famille, ensuite pour son clan, et après pour son tribu. Et si jamais il a le temps ou si jamais il a encore quelques énergies, peut-être il va s'occuper de certaines affaires de l'État. Et les dirigeants afghans n'ont jamais franchement cultivé l'esprit d'un État-nation. Karzai et Rani avaient vraiment une chance en or, mais ils ont malheureusement opté pour une tradition ancestrale. Ils ont préféré la domination de leur groupe ethnique plutôt que de servir le peuple entier. Donc, de ce fait-là, à l'intérieur, il y a des groupes ethniques qui se sont puissants parce qu'ils ont régné depuis 270 ans, et il y a d'autres groupes ethniques qui s'estiment pénalisés
et qui s'estiment victimes de la violence. Donc, comme ça, vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur du pays, déjà, il y a des ingrédients de conflit. Alors, deuxième chose, c'est qu'en Afghanistan, l'importance est franchement donnée au fait d'être plus riche et plus fort. Et d'ailleurs, ce qui a fait que, n'est-ce pas, les efforts de la communauté internationale a été face à l'échec à cause d'une corruption galopante, tout simplement parce que c'est dans la tradition du pays. Je crois que les gens ne l'ont pas compris. Maintenant, sur le plan régional, comme M. Vautravers a dit, les Afghans envahissent les pays voisins, les pays voisins ont envahi l'Afghanistan. Je crois que surtout avec l'Iran et avec l'Inde, c'est très visible. Et une fois que les frontières ont été définies, les frontières n'ont jamais été convaincantes à qui que ce soit. Alors, et donc, il y a des zones d'ombre. Le Cachemire, par exemple, entre l'Inde et le Pakistan, mais l'Afghanistan a aussi un mot à dire parce que le Cachemire était une province afghane. Si vous voyez la question de Baloutchistan, la question de Pashtunistan, ce sont vraiment des plaies ouvertes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, et là, je crois que probablement très peu de gens comprennent, c'est que par l'accord de Durand, le roi afghan a cédé une partie de territoire afghan à l'Empire britannique. En 1947, sur ce territoire est constitué le Pakistan. Donc, une partie de territoire pakistanaise est contestée par les Afghans. Même si le Pakistan a eu la reconnaissance internationale sur le plan politique, et ça, c'est quelque chose qui gêne énormément le Pakistan. Et le président Daoud ou le prince Daoud était un champion de taquiner les Pakistanais sur ce point-là. Je crois que le Pakistan, avec le conflit au Cachemire, avec cette partie de territoire dont les Afghans réclament la paternité, se sont un petit peu menacés. Donc, de ce fait-là, comme ils ne peuvent pas faire face aux Indiens, ils ont déjà perdu 3 guerres, donc l'Afghanistan était une proie facile pour leur domination. Donc, c'est ainsi que, je crois, ils ont développé la stratégie que vous connaissez. Et aujourd'hui, je crois que la victoire des talibans en Afghanistan est considérée comme une victoire des Pakistanais. Sur le plan international, juste rapidement, c'est que ce pays a eu le malheur d'être le champ de bataille du premier grand jeu entre l'Empire britannique, l'Empire colonial britannique et l'Empire russe. Et la religion était un instrument que les uns et les autres utilisaient. Après, ce pays est devenu, pour une deuxième fois, le champ de bataille d'un grand jeu entre les Occidentaux et l'Union soviétique. Et à cette fois-ci encore, la religion était un instrument. Vous vous souvenez, les Moudjahidines, ils se battaient au nom de l'islam. Et maintenant, je crains malheureusement que l'Afghanistan va devenir une troisième fois le champ de bataille d'un grand jeu. Et cette fois-ci, ça sera probablement les Occidentaux face aux Chinois. Et encore une fois, la religion islam sera probablement un élément, un facteur détonateur utilisé par le biais des talibans.